résiste longtemps. Pointe-Saint-Charles, c'est un territoire, si on veut, qui se trouve dans le sud-ouest de l'île de Montréal. Au départ, ce territoire-là est un territoire de chasse pour les Mohawks. Puis éventuellement, quand les colons français sont venus s'installer pour fonder Montréal, c'est devenu un territoire agricole. Des congrégations religieuses se sont divisées le territoire, si on veut, puis servaient de seigneurs sous le régime français pour les populations d'agriculteurs, des colons qui s'étaient installés là. Au début du 19e siècle, le territoire a commencé à s'urbaniser puis à s'industrialiser, surtout avec la construction du canal de la Chine, finalement, qui a été un gros travail de longue haleine, genre un ouvrage très important dans le secteur, ça, puis la construction du pont Victoria, qui a amené beaucoup de populations immigrantes, d'abord souvent d'origine irlandaise, puis d'autres. Dès le départ, si on veut, là, de l'époque moderne, entre guillemets, de Pointe-Saint-Charles, le quartier est ouvrier. Les gens travaillent beaucoup. Il y a déjà eu une grève, par exemple, pendant la construction du canal de la Chine, une grève pour empêcher les journées de passer de 12 à 14 heures de travail. C'est des conditions très difficiles. Des salaires très bas, des conditions de vie assez misérables, souvent peu hygiéniques à cause de l'environnement industriel. Les conséquences de cette période-là se font encore sentir beaucoup aujourd'hui. Pauvreté, problèmes sociaux, exclusion, un enclavement géographique important du quartier, etc. Pendant toute la période industrielle du quartier, là, qui va du début du 19e siècle, si on veut, là, dans la première moitié, jusqu'à, mettons, là, 30 ans environ, le quartier va être un des pôles industriels, puis à certains moments, le pôle industriel le plus important du Canada. Malgré ça, malgré tout le travail puis la relative prospérité de la société, genre, la population de Pointe-Saint-Charles s'enrichit très peu. La plupart des gens ne sont jamais capables de devenir propriétaires de l'endroit où ils habitent. Il y a une partie importante de leur revenu qui va justement finalement à l'extérieur du quartier, enrichir d'autres gens. Au début des années 70-80, il commence à y avoir des phases de désindustrialisation à Montréal. Plusieurs facteurs, là, bon, les avions se rendent jusqu'à Toronto, la voie maritime de Saint-Laurent est creusée, c'est que Montréal est moins une plaque tournante, un secteur stratégique, plus les délocalisations vers des pays en voie de développement pour réduire les coûts de main-d'œuvre. Finalement, ces gens-là se retrouvent avec à peu près rien, malgré le fait qu'ils ont travaillé pendant plusieurs générations, hommes, femmes et enfants. Notre déclaration publique d'appui, elle se base sur le principe de l'embourgeoisement du quartier. Donc, on est dans un quartier où les espaces industriels vacants sont convertis de plus en plus en condominiums. Et puis, ce processus-là, en fait, signifie ni plus ni moins que les gens sont évincés de leur communauté au profit d'une autre population qui est plus en moyens. Et puis qui modifie considérablement la face du quartier. Historiquement, en fait, les groupes communautaires les groupes sociaux du quartier ont vraiment comme lutté contre cette tendance-là pour mettre en place des services sociaux, des services communautaires, puis aussi de pallier avec d'autres types d'espaces pour répondre aux besoins culturels, politiques, communautaires du quartier. Actuellement, par contre, on se situe dans une phase assez préoccupante où il y a un manque de logement social, où il y a un manque d'espace communautaire, politique, où que les initiatives qui ont été mises en place dans le sud-ouest, en fait, ont été fermées pour faute de fonds, pour une question de loyer trop élevé, pour une question aussi de conversion des bâtiments en présence en condominium. Il y a eu aussi tout un processus de consultation publique qui s'est mis en place parallèlement à ça pour comme décider du sort des bâtiments industriels. Et puis les groupes communautaires puis sociaux se sont mobilisés vraiment fort pour produire des mémoires, produire des consultations pour s'opposer et puis réclamer d'autres choses. Ce qu'on a convenu au terme de toutes ces consultations publiques-là, c'est qu'il y avait souvent des façades dans lesquelles que les décisions se prenaient souvent à porte close puis que les revendications citoyennes étaient plus ou moins entendues. Il faut mettre en place une autre stratégie. Cette stratégie-là, c'est une stratégie d'action directe qui consiste ni plus ni moins à dire qu'il faut prendre en main nos choses de façon autonome, puis les faire, construire, mettre en place nos idées, nos rêves, pour faire en sorte qu'il puisse arriver quelque chose d'autre à Pointe-Saint-Charles. Un détail que les gens vont pouvoir remarquer quand ils vont voir nos porte-paroles parler dans les médias, en tout cas les médias visuels, ça va être le fait qu'ils vont être masqués. Il va y avoir plusieurs porte-paroles qui vont se
prêter les masques, si on veut, puis qui vont interchanger leur rôle. Ce qui fait que finalement, ce ne sera pas vraiment la personne qui va être mise de l'avant, mais le masque comme tel qui va représenter le centre social autogéré. La raison pourquoi on fait ça, c'est pas pour cacher l'identité des personnes qui s'impliquent dans le projet. Ces gens-là ont publiquement révélé leur nom au tout début du processus. C'est vraiment pour éviter le vedettariat que les médias de masse mettent de l'avant puis utilisent comme procédé pour créer une attention autour d'un sujet. Ce vedettariat-là, on est convaincu qu'il est néfaste pour la dynamique interne du groupe, puis finalement aussi pour le débat en société. C'est comme une expression de notre principe qui dit que la collectivité, ça se vit ensemble. Puis c'est un peu un refus de la culture individuelle que les médias de masse, finalement, colportent un peu partout. Je pense que je vais surprendre personne si j'éprouve le léger manque de confiance qu'on a envers les médias de masse, puis la question de comment qu'ils arrivent à faire passer toute la profondeur puis la richesse de notre message. Par rapport à cette situation-là, en fait, face à toutes les questions qui pourraient émerger des médias de masse, face à notre initiative, face à l'installation du centre social autogéré, ces aspects illégaux qui pourraient être soumis à controverse, on a une attitude d'ouverture, c'est-à-dire de répondre aux questions, mais aussi on a une attitude de vouloir contrecarrer la mésinformation en produisant nous-mêmes notre information. Donc, il y a des médias indépendants, des médias alternatifs qui produisent des choses admirables. Puis, c'est surtout sur cette base-là qu'on va essayer de faire passer notre message. Le site centresocialautogéré.org, la production de vidéos, la production de radios avec nos radios affiliés, la production d'écrits qui expliquent un peu qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment sur cette base-là qu'on va essayer de miser, tout en essayant aussi de ne pas rejeter tout simplement la question des médias de masse. Notre mandat, un peu, si on veut, au centre de médias indépendants, c'est justement d'offrir à la population, à la base, un moyen de s'exprimer par le biais d'un média et non pas toujours de se référer à ce que les médias de masse véhiculent comme message, mais de redonner justement cette voix-là au sein de la population. Faut pas oublier une chose, c'est que les médias de masse sont surtout représentés par des gens qui ont un emploi au sein de ces endroits-là. Et ces grosses institutions-là, ces corporations, sont financées justement selon un modèle corporatif, selon un modèle capitaliste. Donc c'est clair que quand les journalistes arrivent à une conférence de presse ou à un lieu, ils vont refléter justement le point de vue des gens qui les financent à eux. Ils vont pas, évidemment, prendre une position à l'encontre de ces gens-là. Par exemple, ce qui s'est passé à la conférence de presse de la manifestation contre la brutalité policière, la manif du 15 mars, nous, on a fait la conférence de presse 3 jours à l'avance, le 12 mars, le vendredi, au bureau de la Fraternité des policiers. Et puis, on a posé une question, justement, qui allait à l'encontre un peu de la vision que les médias de masse veulent donner à la police. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation comme ça, il y a des actes de violence et qu'en plus, bon, les gens lancent des briques, lancent des bouteilles, même risque de blesser des citoyens qui n'ont même pas rapport avec tout ça? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Ça va être pacifique selon vous? Ça va être pacifique? Les citoyens qui sont blessés, est-ce que ça vous dérange? Les citoyens qui n'ont pas rapport là-dedans? Est-ce que vous prévoyez du débordement? Oui, ça fait 13 ans que c'est déjà. Même des commerces qui sont... On va prendre une dernière des question commerces qui sont fracassés, des fenêtres, quand même si les gens ont été acquittés, il y a des résultats. Sur un total de 13, 8 questions ont porté sur la violence, les magasins brisés, le vandalisme, les casseurs, les cagoulés, etc. Et là, nous, on a posé une question sur les agents undercover. Est-ce que vous pensez que la police peut avoir des agents perturbateurs à l'intérieur même des manifestants qui vont inciter ceux-ci, genre, à déborder Avec vous autres, Je m'excuse! Je m'excuse, mais tout le monde a le droit d'avoir son opinion ici. Là, on va y aller avec les journalistes, là. Hier soir, au service essentiel. Pardon, moi je vais répondre à cette personne. On va tous baisser nos micros, là, pendant ce temps-là. La réaction des médias, ça a été, ben là, on veut pas prendre cette réponse-là, donc on va tous baisser nos micros. Donc, du coup, tous les médias ont baissé leur micro et puis, évidemment, ça n'a pas passé nulle part, ça n'a pas été diffusé nulle part, ce message-là. Il y a juste nous qui l'a eu. Résistance, résistance, nos espoirs sont là devant. Le surnom